Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour un nouveau numéro des Plumes du Silla. Avec nous ce soir, Monsieur Ahmed Bejaoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes plus à présenter, vous avez une longue et enrichissante carrière, une icône de la critique du cinéma international, mais votre spécialité s'est portée sur le cinéma algérien. Vous avez occupé plusieurs postes, notamment dans la communication. Le dernier en date, commissaire général adjoint pour l'année de l'Algérie en France, année 2023. Que retenez-vous de cette dernière expérience, Ahmed Bejaoui? De l'expérience de l'année de l'Algérie? Oui. Vous savez que je ne l'ai pas terminé cette année de l'Algérie. J'ai été commissaire adjoint et pour des raisons multiples, j'ai dû arrêter avant l'ouverture de l'année. Justement. Par solidarité avec Assia Djebar. Parce que Assia Djebar devait monter un opéra qui était Les Filles d'Ismaël et que finalement a été retiré. Et quand il a été retiré, je me suis retiré aussi. Donc voilà. C'était une année riche effectivement, pleine de promesses. Encore faut-il que les promesses soient suivies d'effets. Mais bon, alors le cinéma pour moi, ça a été ma carrière, ma vie. Et j'ai pratiqué ce métier dans différents domaines. Derrière la caméra, devant la caméra, j'étais à la télévision, j'ai fait la promotion du cinéma. Je suis passé pendant très longtemps à la Cinémathèque algérienne, ça a été une époque magnifique. J'ai produit des films, j'ai produit énormément de films à la télévision algérienne. Et ça aussi, c'était vraiment les expériences fécondes, je dirais, de ma carrière. J'ai été aussi enseignant, et puis à la fin de la carrière, il n'y a pas de fin de carrière, il n'y a que des fins de clap. Je me suis dit, parce que mes étudiants, je leur reprochais de ne citer que des gens qui n'avaient pas vraiment dans leur thèse, quand je dirigeais des thèses, qui n'avaient pas de référence solide. Ils me disaient, mais c'est de votre faute, professeur, vous n'écrivez pas. Et je me suis aperçu que les jeunes avaient raison et qu'on ne leur laissait pas un témoignage écrit. Parce que les paroles, ça s'en va. Évidemment, on a parlé, on a beaucoup fait. Mais les écrits restent. Mais l'écrit reste. L'écrit reste. Et comme disait Brodel, lorsque l'oral prend le pas sur l'écrit, c'est le début de la décadence. Donc, je me suis mis à me dire que j'ai fait le premier livre en 2014. C'était chez Chiheb, Cinéma et guerre de libération, des batailles d'images. Et puis un deuxième, et je me suis dit, il faut que je laisse ça, c'est ma manière. Pendant très longtemps, j'ai parlé à la télévision, à la radio, j'ai écrit dans les journaux, j'ai beaucoup écrit d'articles, j'ai même un livre qui s'appelle Mon cinéma à son âge d'or, mais qui est un recueil d'articles que j'avais écrit dans le Moudjahid en Algérie Actualité. Et puis, il y a les recueils, les livres. Ça reste. Et c'est là que je me suis dit, je suis un transmetteur. Je vais transmettre aux jeunes. C'est la meilleure façon pour moi de continuer à œuvrer pour le cinéma, pour la culture. Et voilà. Alors vous êtes présent cette année à cette 26e édition du Salon international du livre d'Alger. Parlez-nous un peu de votre ouvrage Scott Fitzgerald et ses contemporains face à Hollywood aux éditions Casbah, que vous présentez ici aussi là. Alors, j'ai deux actualités en réalité. J'ai ce livre qui était... vous savez, moi je suis un amoureux de la littérature. Les gens me voient exclusivement comme l'homme de cinéma. Justement, c'est pour ça que nous Mais vous avons il y a deux ce choses soir. que je mets en primauté. Je suis désolé de le dire devant les téléspectateurs, même aux dépens du cinéma. C'est un, la musique, et deux, la littérature. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime. Les gens voient en moi le cinéma. Moi, je cultive ma vie à écouter de la musique, toutes les musiques. Musique classique, musique andalouse, qui est mon jardin secret, musique populaire, etc. Donc je n'ai pas je suis très éclectique dans ce domaine-là. Et la littérature dans différentes langues. Je lis en arabe, en français, en anglais. J'ai édité également en anglais. Et cet ouvrage, Scott Fitzgerald et le cinéma, c'était au départ une thèse de doctorat en anglais, rédigée en anglais. Et puis que j'ai adapté, que j'ai mis à jour, traduit en français.
et qui raconte l'histoire, parce que je me suis passionné pour les auteurs américains qui, des années 30, des années 40, au moment de la grande période du cinéma américain, je voulais comprendre, j'aimais le cinéma américain, c'est vrai, mais je voulais comprendre le background, les sources culturelles qui expliquent, qui m'ont beaucoup éclairé sur le cinéma américain. Quand je vois un western, je le vois différemment, parce que le western, c'est aussi l'histoire de la frontière entre l'Est et l'Ouest de l'Amérique, etc. Et donc, je me suis passionné pour Fitzgerald, dont j'ai découvert Gatsby le Magnifique pendant ma licence d'anglais. Et de là, j'ai commencé à lire tout Fitzgerald, y compris ses lettres, les scénarios qu'il a écrits, ses nouvelles, toutes ces nouvelles, je les ai analysées là-dedans et j'ai montré l'impact du cinéma, puisqu'il est né avec le cinéma pratiquement. Il est né vers 96 et le cinéma est né en 95. Il est né avec le cinéma, il a grandi avec le cinéma et il voulait devenir une star à l'instar des grandes stars du cinéma. Donc, il voulait vivre au grand pied, il a été l'une des vedettes des années folles. Et puis un jour, ses livres ne se vendaient pas tellement et il est allé à Hollywood pour en faire his living, comme on dit, en faire sa vie et gagner de l'argent avec ça, puisqu'il se comparait à des stars et qu'il n'admettait pas qu'un grand auteur n'ait pas les mêmes ressources, les mêmes capacités pour vivre sur un piédestal comme cela. Et de là, j'ai découvert les parcours d'autres auteurs de sa génération, en particulier William Faulkner, auquel je consacre un long passage, et qui a été un auteur à succès. Lui, alors que Fitzgerald a travaillé sur 18 films, il n'a signé qu'un seul scénario. Vous voyez la machine, je décris cette machine de ce qu'ils appellent en anglais le mass production system, c'est-à-dire la production de masse, dans laquelle on met un auteur, ensuite on donne les pages qu'il a écrites la veille à un autre auteur, et ensuite, ainsi de suite, il peut y avoir 10 personnes qui se succèdent, sans que les gens le sachent. Et finalement, c'est une machine qui broie les gens. Il y a en plus un choc civilisationnel et culturel entre des manias de l'industrie cinématographique à Hollywood, qui viennent du théâtre, qui viennent du théâtre encore rarement, plutôt du cirque et des saltimbanques, des théâtres de rue, et qui ont découvert le cinéma par le muet et qui ont fait de l'argent. Et lorsque le parlant est arrivé, en 1930, 1929, 1930, ils se sont dit ce sont les écrivains qui pourront faire parler le cinéma. Le malentendu a créé un choc parce que eux, ils voulaient des petites histoires pour distraire les gens de bas niveau, et les auteurs avaient des ambitions très élevées. Et là, à ce moment-là, on leur disait non, 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 ça c'est pas bon, comment voulez-vous que je filme ça? Et donc il y a eu des malentendus et des heurts et des malheurs. Et Fitzgerald a été très malheureux à Hollywood. Il a écrit à la fin de sa vie un roman inachevé qui s'appelle The Last Tycoon, le dernier nabab, dans lequel il raconte tout cela, il règle son compte avec Hollywood. Mais les autres, Faulkner également a écrit sur Hollywood, Nathaniel West a fait un livre qui s'appelle Le jour du fléau, l'incendie de Los Angeles. Chandler a fait également des livres là-dessus. Horace McCoy qui a fait On achève bien les chevaux. Tout cela, ça se déroule à Hollywood. Et tous ces auteurs qui ont été malmenés par les producteurs américains ont réglé un peu leur compte dans la littérature. Donc c'est cette complexité de la relation entre la littérature et le cinéma que je raconte, avec toutes les coulisses des films, comment ils se sont préparés. Hemingway également. Et là, je raconte aussi leurs engagements envers la guerre d'Espagne, à l'époque la guerre civile. Ils étaient avec les républicains. Il faut dire que tous ces auteurs dont je parle étaient des auteurs de gauche. Et même les acteurs comme Clark Gable qui étaient avec eux, leurs amis, etc., c'était des gens de gauche, alors que les producteurs étaient l'establishment un peu réactionnaire, un peu conformiste. Donc il y a eu aussi un choc politique. Voilà, ouais. Et tout cela a créé des malentendus. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, le réalisateur n'existait pas. Vous savez qu'il n'avait pas le droit d'assister au montage. On disait le shooting script, le final cut, c'est-à-dire le montage final, appartenait au producteur. C'est lui, c'est son film. L'autre, il vient, il tourne le scénario qu'on lui donne, page par page. Ensuite, au montage,
c'est le producteur Son qui travail va s'arrêter. désigner le monteur, il va désigner la musique, l'auteur. Et le premier qui a rompu ce cercle vicieux, ça a été Stanley Kubrick, qui s'est révolté et qui a créé son propre studio, qui a imposé d'aller se mêler au montage et réaliser le montage. Vous voyez, c'est derrière le dessous de cette fabrique de rêves, cette fabrique qui a fabriqué nos rêves, y compris de nous dire que les Indiens, c'était les mauvais, que nous, il fallait qu'on s'identifie aux Indiens, alors que nous étions des Indiens, des Européens. Vous voyez, c'est une fabrique. Elle a fabriqué nos rêves, elle voulait fabriquer nos rêves, mais je pense qu'elle a fabriqué aussi nos cauchemars. Justement, vous parlez de rêve. Alors, selon vous, quel est réellement le rôle du cinéma hollywoodien dans la société? Alors, est-il un instrument de propagande, donc pour faire passer certains messages politiques, ou bien, au contraire, qui fait vendre un rêve, ce qu'on appelle le rêve américain? Oui, c'est clair que derrière les aides, vous savez que par exemple, derrière les aides pour les films, il y a des films, les films de guerre par exemple. On dit ici que bon, les aides publiques, c'est pas bien, mais les Américains donnent des aides publiques, surtout pour les films de propagande. Les films de guerre, par exemple, le Pentagone met tous les moyens. Tout cela pour promouvoir une idée, leur idée du rêve américain. Mais les auteurs, par exemple Fitzgerald, dès 1925 à peu près, avec le The Great Gatsby, il a attaqué ce rêve américain en disant ce rêve est frelaté déjà. Nous avons renoncé à l'isolationnisme, nous sommes rentrés dans des guerres injustes, et par conséquent, le rêve américain, il est mort. Il n'existe pas, c'est un mythe. Mais Hollywood a été chargé par la puissance de l'argent de maintenir l'illusion de ce rêve. Donc ce rêve, ils l'ont fabriqué pour le monde entier, mais il faut dire aussi que de manière régulière et intermittente, les cinéastes américains ont plutôt penché vers les idées de gauche. La preuve, c'est que la commission McCarthy a condamné des gens comme Elia Kazan, condamné des gens comme Ben Barsman, etc. Tous les cinéastes américains ont été poursuivis par cette commission américaine, commission des valeurs américaines, comme ils disaient, en les accusant d'être des communistes, alors que ce n'étaient pas vraiment des communistes, c'était les beaucoup de gens. Et puis le cinéma, même le cinéma policier, ce qu'on appelle le film noir américain avec Huston et tous ces gens-là, eh bien, c'est des gens qui montraient, ils faisaient des films en noir et blanc, ils montraient qu'il y avait des gens qui vivaient dans la lumière, ceux qui étaient riches, ceux qui avaient, même les mafieux qui avaient réussi, ils devenaient des gens fréquentables. Et ceux qui vivaient dans l'ombre. Et il y a des films qui s'appellent Quand la ville dort, par exemple. Et c'est là où les gens qui sont des laissés pour compte, qui ont été des gens écrasés, vont vivre dans la nuit pour pouvoir essayer de se faire une place dans la société. Dans la société. Parfait. Eh ben, c'est un débat, c'est très très intéressant, M. Ahmed Bidjaoui. Notre émission touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle plume du SILA. Au revoir.